Luc Hervounas, bonjour. Bonjour Brigitte Boucher. Vous êtes député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne. Le PS a annoncé hier soir la vente de son siège emblématique de la rue de Solferino. Est-ce que vous regrettez cette décision? Écoutez, on a eu ce débat-là. D'abord, c'était à l'ordre du jour. On faisait un point financier. Puis le point financier est arrivé aussi sur la question immobilière. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire dans l'enceinte du Bureau national. Vous avez dit quoi? D'abord que c'est un vieux débat. Vous savez, on l'a depuis des années. Ma génération, ça fait un moment qu'on disait que ce bâtiment était un peu poussif en termes de modernité d'un parti qui se veut avec des éléments modernes, de technologie, etc. Bon, ce n'est pas le plus approprié. Ce que je regrette, c'est qu'on le fasse évidemment cet acte politique, parce que c'est d'abord avant tout un acte politique. Hein. C'est le fait de vouloir à la fois aller dans un autre endroit plus approprié, aussi pour nous donner une manne financière. Faut pas l'enlever de la tête de celles et ceux qui nous regardent, parce qu'on veut faire aussi des actions politiques, hein, qu'on est passé de 288 députés à 28, hein, 10 fois moins. Donc voilà, c'est un acte politique. Bon, je vois ici ou là. Alors, c'est pas justement l'avis de Stéphane Le Foll, le socialiste, qui s'est exprimé ce matin. On l'écoute et puis vous réagissez juste après. Il faut construire quelque chose qui ait de l'ambition. Après cette période. Vous trouvez que la décision n'est pas à la hauteur de l'ambition? Certains veulent que le PS s'installe, je vous le disiez, dans un quartier populaire pour se redonner de l'air, etc. Ça a du sens? Non, mais ça a du sens. Est-ce que parce que... Non, ça n'a aucun sens. De dire ça, ça n'a aucun sens. J'ai jamais rencontré un électeur qui est venu me voir en me disant « Je vote pour vous si vous quittez Solferino ». Franchement, celui qui pense ça, faut qu'il vienne me faire la démonstration. Il y en a d'ailleurs qui le pensent d'ailleurs. C'est ça qui m'étonne le plus. Et qui m'inquiète d'ailleurs le plus. Qui pense quoi? Qui pense que le lieu égale la ligne? Égale la ligne. Égale les votes. Le changement de lieu peut changer la ligne? Oh, je comprends un peu la nostalgie de Stéphane. Il a été 11 ans le directeur de cabinet de François Hollande. Il connaît bien ces lieux. Vous savez, il ne faut pas être fétichiste. Hein. Je vais vous dire une chose. Le SPD en Allemagne, il a un magnifique siège. Est-ce que pour autant, ça lui fait gagner les élections? Et pourtant, le Parti démocrate en Italie, son siège est dans une presque impasse. Et pourtant, depuis 6 ans... Mais d'être dans un quartier populaire, est-ce que ça peut ramener des électeurs? Alors, je vais vous faire un aveu, Brigitte Boucher. Le Parti socialiste, il est dans les quartiers populaires parce qu'il dirige des villes comme Alfortville, comme la mienne. Hein. Donc on ne va pas s'inventer aller dans les quartiers populaires. Nous dirigeons des villes de banlieue, des villes populaires. Donc aujourd'hui, moi je respecte, c'est la décision de Jean-Christophe Cambadélis qui ne sera plus Premier secrétaire au 30 septembre. Nous avons tous choisi qu'il soit notre Premier secrétaire, y compris Stéphane Le Foll. Il a aujourd'hui voulu emmener aussi cette décision. Mais moi j'en fais d'abord avant tout pas un acte de nostalgie, moi je ne regarde pas dans le rétro, mais un acte politique et aussi d'aller de l'avant maintenant. Est-ce qu'il faut aussi changer de nom? Stéphane Le Foll a justement proposé les socialistes. Vous êtes favorable? Oui, bah alors là pour le coup on met un peu la charrue avant les bœufs parce que il faut avant de donner un nom à une formation politique redéfinir ce que nous sommes. Le mouvement socialiste, c'est un mouvement qui a plus de 110 ans. Mais j'entends beaucoup... Faut garder le mot socialiste ou pas? Moi, j'y suis personnellement attaché, mais déjà, faisons un effort intellectuel et idéologique. Ça va être le travail des mois à venir. D'abord en allant à la rencontre des Français dans le cadre des forums de la refondation, mais aussi du congrès du mois de mars. Quand on se dit socialiste, social-démocrate et écologiste, moi j'aimerais qu'on me dise si on est tous bien d'accord sur la question des migrants, sur la question des services publics, des logements. Alors avant de donner une marque, en même temps, moi je veux faire du marketing face à un président de la République qui ne fait que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne au PS, c'est ça? Il faut la redéfinir? Elle n'existe plus? Aujourd'hui, on sort de 5 années où on a nous-mêmes participé à beaucoup de confusion dans l'esprit du peuple de gauche. La preuve, il n'est pas venu voter pour nous et il nous a donné des échecs cuisants. Il faut qu'on retravaille. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous savez, même en 93, les anciens, ils ne se sont pas remis en quelques mois. Ça va prendre du temps, mais ce temps-là, il faut qu'on l'inscrive avec une perspective. Et moi, je suis de ceux qui sont persuadés que le mouvement socialiste va rebondir. D'abord parce que, comme je le disais, nous avons aussi beaucoup de territoires que nous dirigeons et que ces politiques publiques-là doivent nous inspirer. C'est toujours un moment difficile, le congrès chez les socialistes. Enfin, parfois, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est pas le congrès de tous les dangers, justement, ce congrès de 2018. Est-ce que vraiment vous êtes confiant sur l'avenir du... Faut pas avoir peur du débat. Hein, peut-être que ces dernières années... Est-ce que le PS ne peut pas éclater à cette occasion? Peut-être que ces dernières années, on était dans des débats un peu ventre mou, c'est sûr. Hein, on était en même temps au pouvoir. Donc le Parti socialiste, à ce moment-là, était dans un autre rôle, celui d'accompagner le président de la République et les gouvernements successifs.
Par contre, moi, je préviens tous mes camarades qui seraient tentés de faire un congrès à l'ancienne, c'est-à-dire motion contre motion. Ce qui serait mortifère, et là je vous rejoins, c'est qu'on se retrouve bloc contre bloc et que l'on apparaisse alors que nous sortons totalement esselés dans une perspective encore plus de grande division. Non, il faut qu'on ait de vrais débats politiques dans l'enceinte d'un congrès et qu'il y ait une clarté sur la ligne politique. La ligne politique, pour moi, elle est claire, hein. Nous sommes la gauche de gouvernement et nous aspirons à revenir demain, mais il faudra du temps, je pense, pour avoir à nouveau la confiance de nos compatriotes aux commandes de notre pays, parce que nos politiques ne sont pas les mêmes que celles de la droite libérale de M. Macron ou celles de M. Wauquiez, mais nous devons faire ce travail. Il faut se rapprocher des communistes, des écologistes. On voit Benoît Hamon qui a créé son mouvement M1717, qui était à la fête de l'UMA, qui est dans la rue mais là, je vais vous dire, de la CGT, pareil, de la France Insoumise. C'est comme l'histoire du siège dans un quartier populaire. Vous avez vu ma réponse. Se rapprocher des communistes et des écologistes. Mais dans mon département, le Val-de-Marne, nous sommes d'ailleurs le seul département de France à avoir fait une liste d'union de toute la gauche pour les élections sénatoriales. J'en suis très fier, j'en ai été un artisan fervent. Après, avant de reprendre l'angle, mais il faut le faire avec nos partenaires naturels. Moi, j'étais à Angers fin août aux universités d'été du Parti communiste. Je suis allé dialoguer dans un débat sur les avenirs de la gauche avec le Parti communiste au nom du PS. Il faut d'abord, avant tout, faire ce travail entre socialistes. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait il faut d'abord rassembler la famille avant de faire l'union de la gauche. Voilà, donc déjà redéfinissons nous-mêmes ce que nous sommes avant d'être dans de la nostalgie poussiéreuse immobilière ou alors de vouloir déjà avoir des faux débats sur une nouvelle identité, une nouvelle marque. Redéfinissons la ligne idéologique et politique. Ça me semble plus important à l'instant T entre nous les socialistes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire entendre. On a l'impression que la France insoumise parle plus fort que vous et est la première force d'opposition. Est-ce que c'est normal ? Je l'entends, d'ailleurs vous le redites encore ce matin, mais je pense que ce n'est pas du tout la réalité. Vous savez, qui a Brigitte Boucher mis le doigt sur la casse sociale des emplois aidés, les 170 000 emplois en moins ? C'est nous, les socialistes. Qui a pointé du doigt la problématique qui va arriver dès aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres sur la politique logement ? C'est nous, les socialistes. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de s'improviser, être la première force d'opposition. Il faut aussi que dans ce que vous proposez, vous ayez une résonance avec le quotidien de nos compatriotes, parce que vous êtes ancrés et crantés avec eux. Et c'est ce que nous sommes, nous, la gauche de gouvernement. Vous avez l'impression d'être, vous, l'opposition, la première force d'opposition ? Mais moi, je suis en concurrence avec personne. D'abord, il faut un peu de modestie. La gauche, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, nous sommes 64 députés sur 577. Donc je veux bien que chacun veuille bomber le torse, mais chacun doit avoir un peu de modestie dans ce qu'il doit réaliser. Par contre, nous, ce que nous sommes, et on va le démontrer dans le prochain budget, dans le projet de loi de finances, nous allons proposer un contre-budget. Nous avons travaillé 2 jours en séminaire au Mans. Nous, on ne s'est pas mis des foulards sur la tête, comme au team building de La République En Marche. Évidemment, ils ont besoin de beaucoup s'amuser pour déstresser par rapport à leurs activités de députés. Nous, on va proposer... Vous avez travaillé à un contre-budget ? Et par exemple, je vous l'annonce, Brigitte Boucher, nous démontrerons qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les retraités soient imposés d'un impôt supplémentaire avec l'augmentation de la CSG. Nous allons faire des propositions sérieuses parce qu'encore une fois, nous voulons non pas être dans la vocifération stupide. Nous sommes, encore une fois, l'opposition. Nous sommes là pour faire des propositions. Donc il y a des bonnes choses. On va écouter Agnès Buzyn, qui est la ministre de la Santé et qui s'est exprimée à propos de la revalorisation du minimum vieillesse. Alors, il est important de revaloriser le minimum vieillesse. Nous avons maintenant des retraités qui vivent avec de toutes petites retraites et qui sont vraiment en très grande difficulté. À l'heure actuelle, c'est 800 € par mois pour une personne seule. 803 €. Le président de la République s'était engagé pour une revalorisation d'une centaine d'euros sur l'ensemble du quinquennat. J'annonce dès à présent la revalorisation du minimum vieillesse dès le mois d'avril 2018 de 30 €. Puis il y aura 35 € en 2019 et 35 en 2020. Donc cette hausse débutera dès le budget 2018. Donc il y a des bonnes choses finalement dans ce budget 2018 ? Moi j'attends de voir tout le budget. Vous savez, j'ai un peu l'habitude maintenant depuis le début de ce gouvernement. Il y a beaucoup d'annonces et puis il y a des revirements. On dit que la taxe d'habitation c'est pour plus tard et puis on vous dit que c'est maintenant. Et puis du coup le maintenant ça se transforme en de 10 à 13 milliards
de moins pour les collectivités territoriales. On prend d'un côté pour donner de l'autre. Moi, je suis très dubitatif sur ces méthodes, comme je l'ai été d'ailleurs sur le point de la question à laquelle je suis très attaché de la PMA. Pareil, on l'annonce pour tout de suite, et puis après on doit débattre. Il y a beaucoup de flou dans toutes ces annonces. Et puis, je vais vous dire, je pense que ce gouvernement a tort de démarrer ce quinquennat, alors si je me permets un conseil pour l'avoir vécu, qui ressemble fort au quinquennat précédent, quand il y avait des mesures fiscales qui partent dans tous les sens, et finalement la seule question qui doit nous prévaloir, c'est est-ce que c'est utile au pouvoir d'achat de nos compatriotes ? Sincèrement, quand vous prenez chaque pièce du puzzle, je ne sais pas si c'est utile. Et quand je vois la réalité de mes concitoyens, je crois que c'est de l'enfumage. Et je pense qu'on est en train de pénaliser le pouvoir d'achat des Français. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en pointe sur les contrats aidés, le logement dans la contestation. Sur les ordonnances, sur la loi travail, on entend beaucoup la France insoumise. Elle va manifester le 23 septembre. Vous, finalement, vous serez dans la rue ou pas le 23 septembre ? Mais nous, on a été clairs. Nous, on soutient tous les mouvements syndicaux. Moi, les représentants de ma section socialiste d'Alfortville étaient le 12 septembre dans la rue. Après, je suis député, j'ai toujours expliqué que mon rôle était non pas dans la contestation dans la rue, mais dans l'hémicycle. Donc nous, on soutient les mouvements syndicaux. Mais nous, on souhaite aussi participer à un mouvement unitaire. Et on va en avoir un beau mouvement unitaire là prochainement. C'est le 10 octobre. Donc là, vous allez descendre dans la rue. Tous les syndicats de la fonction publique appellent à manifester face à ce qui est en train de se passer pour ces femmes et ces hommes qui gèrent notre quotidien. Mais là, député, vous allez descendre dans la rue ? Non, par contre, responsable du Parti socialiste, je souhaite que ma famille politique participe, c'était aussi ce que nous avons eu comme débat que j'ai porté hier au Bureau national, participe à ce mouvement unitaire. Le PS, son talisman, on en parlait tout à l'heure, c'est l'unité, et c'est aussi l'unité syndicale. Sur CNN, hier, Emmanuel Macron a dit que la démocratie ne pouvait pas se faire dans la rue. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'on n'a plus le droit de manifester alors en France ? Écoutez, moi je pense que le président de la République, il faudra qu'il nous argumente sa réflexion. C'est un droit, c'est constitutionnel de pouvoir manifester. De quoi on parle, la démocratie, c'est aussi de pouvoir dire quand ça ne va pas. D'ailleurs, c'est assez contradictoire parce que Édouard Philippe, Premier ministre, a dit exactement le contraire. Donc il faudrait qu'ils accordent leur violon tous les deux. Ça m'inquiète encore une fois sur la bicéphalité. Emmanuel Macron a été élu sur cette loi travail. Est-ce qu'il faut cette contestation dans la rue alors qu'il a été légitimement élu ? Emmanuel Macron, qu'on ne me fasse pas, ça c'est l'histoire qu'on veut raconter aux enfants, n'a pas été élu sur les ordonnances et le fait qu'on simplifie les licenciements dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était dans son programme. Oui, que personne n'a lu parce que chacun comprend comment cette campagne présidentielle s'est faite, c'est combien de militants dans un meeting, etc. Donc soyons sérieux. Moi, je regarde ce que disait Jacques Attali, et il a raison. Qu'est-ce que c'est que ces histoires où on nous fait croire qu'en simplifiant les licenciements, on va lutter mieux contre le chômage, c'est du grand n'importe quoi. Mais on commence à y être habitué. De toute façon, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Là où il va taxer les retraités avec la CSG, dans le même temps, il va donner une aubaine fiscale de 4 milliards d'euros sur l'ISF pour les plus riches. Mais dans quel pays on vit ? Aujourd'hui, la question du logement qui va arriver, le logement en France, le logement social, c'est 11 millions de Français qui habitent dans le logement social. Et vous savez ce qui va se passer pour ces 11 millions ? Tous les 6 ans, on va regarder s'ils peuvent ou pas rester dans leur appartement. Et en plus, on est en train de ruiner leur bailleur social qui ne pourra plus leur remplacer leur douche pour une baignoire ou une fenêtre. On est en train de paupériser ce pays. Et aujourd'hui, la gauche que je représente va se battre contre cela. C'est pas la question, c'est pas mon idée de la justice sociale. Sauf que ça coûte cher. Un mot sur la Cour des comptes qui a étrillé votre gestion d'Alfortville. Oui, d'Alfortville. Alors, elle a pointé une sous-information des élus, situation financière fortement dégradée à partir de 2013, capacité de désendettement 2 fois au-dessus du seuil d'alerte. La sous-information de mes élus, c'est juste le document qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire qu'on a remis en 2017, ce que dit la Chambre régionale des comptes. D'abord, la CRC, quand vous dites vous-même étrie, c'est pas son rôle. Une CRC, une Chambre régionale, elles doivent dire si les finances d'une ville sont fiables. Elle me marque noir sur blanc que mes finances sont fiables. Elle me dit vous êtes trop endetté. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils prennent des tableaux de bord et que plutôt que je rembourse sur 10 ans, je rembourse sur 12,6 ans. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis un maire qui a construit 2 écoles, 4 centres de loisirs, un service technique municipal et un poste de police municipale. Et on me dit vous êtes trop endetté. Sauf que depuis 2 ans... Ouais. Depuis 2 ans, il faut lire le rapport, ça fait 2 ans que la ville se désendette, 7 millions en un an entre 2016 et 2017, et je vais finir une chose, j'ai pas augmenté mes impôts locaux depuis 5 ans. Alors vous voyez, je coche en fait toutes les cases d'une bonne gestion, d'ailleurs quand on lit le rapport, on voit que c'est une bonne gestion, mais bizarrement, très bizarrement, on exfile quelques punchlines
pour me taper, moi, égalité, alors que le rapport couvre 2 ans et demi mon prédécesseur et 2 ans et demi moi. J'ai le dos large. J'invite tous celles et tous ceux qui veulent lire ce rapport de le lire avec beaucoup de minutie. Merci d'être venu nous voir ce matin. Luc Carvounas, député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne. Très bonne journée à vous.